Mesdames, messieurs, applaudissez. Applaudissez parce que c'est tentant d'applaudir après un cliché si bien présenté. Regardez. La grimace était son visage, ou plutôt toute sa personne était une grimace. Une grosse tête hérissée de cheveux roux entre les deux épaules, une bosse, dont le contre-coup se faisait sentir par devant. Un système de cuisses et de jambes si étrangement fourvoyé qu'elle ne pouvait se toucher que par les genoux, qui, vus de face, ressemblaient à deux croissants de faucille qui se rejoignent par la poignée. Mais non, non, n'applaudissez pas! Retenez ce battement de main paume contre paume, pourtant si tentant. Un préjudice est une injustice dans le jugement, parce que Monsieur Mans n'est pas ce quasimodo moderne si bien présenté par vous, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, vous êtes-vous déjà cassé un membre? On a mal, on souffre, on subit, on ne comprend pas. Pourquoi on se retrouve à 1 h du matin aux urgences de Villeneuve-Saint-Georges, on sanglote, on pleure, on geint. Mais imaginez qu'en plus de ça, on vous retirait la seule raison qui vous permet de vous lever le matin, de sortir de votre lit, de manger, d'aller au travail, vivre. Tout simplement de vivre. C'est ce qui est arrivé à Monsieur Mans. Ce dernier tombe, après avoir été violemment percuté par un négligent, un imprudent, se fracture la jambe, est emmené aux urgences, pour vous dire la gravité, et comprend bien assez vite ce qu'il se passe. Il ne pourra plus entretenir cette lumière qui lui permettait de vivre. Le sexe étant réduit à l'abstinence pour une durée indéterminée. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, oui. Oui, Monsieur Mans peut et Monsieur Mans doit demander réparation. Le préjudice est certain. Monsieur ne peut plus entretenir les rapports sexuels souhaités. Le préjudice est direct, la chute et la chambre cassée, composant les causes directes de cette abstinence non désirée. Le préjudice est bien légitime, Monsieur le procureur, puisqu'il est causé directement des suites de l'accident. Le préjudice est donc caractérisé et ouvre la possibilité pour Monsieur Mans d'engager une action civile, comme le dispose l'article 2 du Code civil, celui-ci ayant personnellement souffert du dommage directement causé par les faits d'espèce. Ce n'est pas n'importe quel préjudice. Monsieur Mans subit un préjudice sexuel. En effet, il subit un préjudice lié à l'acte sexuel, à la relation sexuelle. Monsieur ne pouvant plus se tenir debout, Monsieur ne peut plus entretenir de rapports sexuels debout. Et pourtant, c'était sa position de prédilection. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, imaginez que vous ne puissiez plus pratiquer votre position préférée. Imaginez. Monsieur Mans subit un préjudice morphologique, entraînant des conséquences terribles, tragiques, dramatiques pour l'avenir. Tout le monde l'aura compris, je parle bien évidemment du syndrome des testicules bleus. Ce syndrome renvoie à l'augmentation de la pression sanguine dans les parties génitales qui provoque l'érection et le gonflement des testicules. Ce syndrome étant directement lié au défaut de pratique sexuelle, ce n'est pas une pathologie. Messieurs, gare à vous, vous pouvez tous être touchés. Monsieur Mans est donc entièrement légitime de prétendre à une réparation du préjudice sexuel. Vincent Pabon est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, la chute, sa négligence et son imprudence, celui-ci étant dans un lieu public ou passant en déambule, rivé sur son téléphone portable comme un drogué à la recherche de sa dose. Le ministère public considère que le tribunal judiciaire a fait une fausse interprétation de l'article 1241 du Code civil menant à une atteinte à l'ordre public. Une interrogation, si je puis me permettre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal. Que vient faire le ministère public ici? Non pas qu'il n'en ait pas le droit, je l'entends, mais vous caractérisez par des tournures alambiquées un viol sans avoir la certitude que de tels actes ont été commis.
Je réitère donc ma question. Que vient faire le ministère public ici? Vous vous placez, monsieur le procureur, comme grand défenseur de l'état de droit, de la société et de la dignité humaine, mais vous oubliez que de ces composantes et la présomption d'innocence, nous sommes reconnus innocents jusqu'à preuve du contraire. Toutes vos spéculations ne sont que des bruits de couloir, de basses rumeurs, et si je me permets de tenir de tels propos, c'est parce que M. Mans n'a jamais été condamné au pénal. A-t-il été placé en garde à vue? Non. A-t-il été présenté à un juge d'instruction? Non. A-t-il été placé en détention provisoire? Non. Enfin, a-t-il été condamné par une cour d'assises? Non. Vous diffamez M. Mans et vous portez une atteinte directe à son honneur et à sa réputation que nombre d'institutions républicaines ont déjà entachée. Pourquoi, dans de telles conditions, vouloir refuser son indemnisation et invoquer un préjudice sexuel? Vous érigez même, en principe, monsieur le procureur, une présomption de culpabilité, moteur d'une société où rien ne va plus. Si le viol n'est pas caractérisé, comment avoir la certitude qu'il y a un trouble à l'ordre public? Toute la thèse de monsieur le procureur repose une fois de plus sur des spéculations. Vous n'avez pas pu actionner l'action pénale, monsieur le procureur, car vous n'aviez pas suffisamment d'éléments, et vous venez, tel un intrus, dans notre procès civil. Dans un arrêt du 1er mai 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que le ministère public est recevable à interjeter appel en jugement dont les dispositions portent atteinte à l'ordre public. Et ce, même s'il n'a pas été partie à ce jugement, dès lors que son recours tend à l'exacte application de la loi. En l'espèce, il s'agissait d'estimer si le procureur de la République était recevable à interjeter appel, ce qui était le cas, mais ce dernier devait réellement prouver une atteinte à l'ordre public, ce qui n'a pas été fait, et dans le cas de M. Mans, aucun trouble à l'ordre public ne peut être prouvé, si ce n'est sur des oui-dire. Et oui, monsieur le procureur, on y revient. M. Mans est seulement jugé pour ce qu'il est. Et cela constituerait un motif légitime à la non-obtention de dommages et intérêts au nom de l'intérêt public. Mais on marche sur la tête! Vous ne savez donc pas si les rapports sexuels étaient consentis, et vous ne savez encore moins, mis à part si on trouve des dons de voyance au ministère public, si M. Mans aura à l'avenir des rapports sexuels non consentis. Vous ne pouvez donc pas admettre que les rapports sexuels antérieurs et futurs de M. Mans constituent un trouble à l'ordre public. Le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, oui, le préjudice est réparable et non, le ministère public ne peut venir réfuter certaines pratiques sexuelles quand ces dernières ne constituent pas un trouble à l'ordre public. Indemniser M. Mans, c'est simplement indemniser un préjudice sexuel tel qu'il est décrit dans l'article 1241 du Code civil. Ainsi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, je demande en vertu de l'article 1241 du Code civil la confirmation du jugement de première instance. Ce dernier énonçait que le préjudice sexuel est réparable et ce, peu important la nature exacte des pratiques sexuelles de la victime avant dommage. Mais aussi, le versement de 15 000 € en réparation de son préjudice et de plus, je sollicite, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Les vérités différentes en apparence sont comme d'innombrables feuilles qui paraissent différentes et qui sont sur le même marbre. Mais quelle vérité présenter quand il n'y a aucune preuve à l'appui? Et oui, M. Mans souffre hier, aujourd'hui et demain encore. On lui empêche de suivre la ligne qui conduit sa vie. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années, qui n'était pas venu, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, dans la continuité de l'absurdité des propos de Monsieur le Procureur, rendons un jugement absurde, mais juste, qui se manifestera par la puissance de vos applaudissements.